Aujourd'hui, c'est vraiment le développement des thérapies ciblées où on sait de mieux en mieux que dans tel ou tel type de lymphome, c'est telle anomalie qui prédomine à l'intérieur de la cellule. C'est vraiment tous les progrès de la biologie moléculaire. En septembre, c'est le mois de lutte contre les cancers du sang. En France métropolitaine, les lymphomes représentent la moitié des hémopathies malignes et 6% de l'ensemble des nouveaux cas de cancer. Ce sont les 5e cancers les plus fréquents chez l'adulte, les 3e cancers les plus fréquents chez les enfants de moins de 14 ans et les cancers les plus souvent diagnostiqués chez les adolescents de 15 à 17 ans. Pour en apprendre davantage sur ces maladies, nous vous proposons de partir à la rencontre du professeur Luc-Mathieu Fornecker, hématologue et chef du service hématologie de l'ICANS, et de Ludivine, patiente au parcours et à la vision inspirante. L'ICANS, institut de référence en France dans la lutte contre le cancer, vous souhaite une excellente écoute. Pour commencer, professeur Fornecker, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Eh bien, donc, je suis le professeur Luc Fornecker, je suis hématologue, clinicien, actuellement chef du service d'hématologie ici à l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe. Pour débuter et pour être sûr d'avoir les bonnes bases, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un lymphome ? Très bonne question pour commencer. Alors déjà, on va pas dire un lymphome, mais des lymphomes, puisque en fait, sous ce terme un peu générique se cachent des dizaines et des dizaines de maladies différentes. Donc c'est vraiment un groupe très hétérogène, et c'est vraiment un point important, très hétérogène de maladies, mais qui ont tout en commun en fait de se développer à partir d'une cellule qui devient un jour, le plus souvent sans qu'on ne sache pas vraiment pourquoi, une cellule cancéreuse, puisque les lymphomes sont des maladies cancéreuses avec des degrés d'agressivité qui peuvent être différents. Mais donc tout se développe à partir d'un type de globule blanc qu'on appelle le lymphocyte. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est un globule blanc ? Alors les globules blancs, on a tous des globules blancs dans le sang qui servent à la base à protéger notre organisme. C'est le support notamment du système immunitaire. Et parmi ces globules blancs, il y a donc ces lymphocytes. Et ces lymphocytes, principalement les lymphocytes B, les lymphocytes T, c'est important parce qu'on aura après des lymphomes qui peuvent se développer, soit à partir des lymphocytes B ou des lymphocytes T. Et ce ne sont pas les mêmes maladies, et finissent par devenir cancéreux, c'est-à-dire qu'ils se mettent à proliférer de façon totalement anarchique, totalement incontrôlée dans différents endroits de l'organisme. Dans la forme la plus classique, ils vont s'accumuler dans les ganglions lymphatiques. Alors les ganglions lymphatiques, tout le monde en a, ça fait partie du système lymphatique. Encore une fois, c'est le système de défense de l'organisme, et c'est l'endroit physiologique où vivent ces lymphocytes, et quand ils deviennent pathologiques, cancéreux, ils vont avoir tendance à s'accumuler dans ces organes dans lesquels ils ont l'habitude de proliférer. Et donc un lymphome, c'est ça, ce sont ces lymphocytes devenus cancéreux qui se mettent à s'accumuler, à proliférer dans l'organisme de façon incontrôlée. Les cancers du sang, qui est touché, et est-ce que vous avez peut-être des données Ça peut aller autant de l'enfant à la personne âgée, puisque encore une fois, il y a des dizaines de maladies différentes qu'on regroupe sous le terme de lymphome, et certains, avec des fréquences différentes, peuvent toucher soit des enfants, soit des personnes plus âgées, mais globalement, ça n'épargne personne. Alors d'une façon générale, si on prend l'ensemble des cancers du sang, on considère qu'il y a à peu près 45 000 nouveaux cas par an en France. Parmi l'ensemble de ces maladies cancéreuses qui touchent les cellules sanguines, les lymphomes en représentent une très très grande partie, globalement entre 15 000 et 20 000 nouveaux cas par an en France. Donc ce sont loin d'être des maladies rares. Chaque sous-type en soi peut être considéré comme une maladie un peu rare, ce qui fait que, quand je dis 15 000, c'est l'ensemble des différents sous-types de lymphomes.
Donc pris individuellement, chaque sous-type est quand même un peu plus rare, et ce qui fait que finalement, ce sont souvent des maladies méconnues. Alors le terme est souvent connu, mais sans qu'on sache exactement ce que ça implique derrière, comme précisément comme type de maladie. Comment on explique ça, le fait que ces maladies-là ne sont pas si connues que ça, alors qu'il y a quand même un certain nombre de nouveaux cas chaque année? Je pense que c'est plus un peu la rareté, puis le fait que l'organe, entre guillemets, en soi qui est atteint est peut-être un peu moins bien connu. Quand on parle du cancer du sein, du cancer du poumon, du cancer du côlon, de la prostate, tout le monde visualise à peu près l'organe. Mais quand on parle de lymphome, de leucémie, ça ne se rattache pas directement, on va dire, je pense, dans l'imaginaire collectif, à un organe précis dans l'organisme. Et c'est ce qui probablement fait, en plus de la rareté de chaque sous-type, fait que probablement ces maladies sont un peu méconnues. Et bien souvent, Ludivine pourra confirmer, je pense, quand on rentre dans cette maladie, quand on découvre un service d'hématologie, finalement, on découvre un univers dont on n'avait pas vraiment entendu parler jusqu'à présent. Alors oui, car nous sommes également avec Ludivine, qui est patiente au sein de Licence. Ludivine, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez découvert votre maladie et puis de votre parcours ensuite en tant que patiente? Quand on commence un parcours avec le cancer, on ne s'imagine pas tout ce qu'on va découvrir. Les chimios, les effets secondaires, la famille, les amis, l'entourage en général. Pour moi, c'était comme un gros tsunami qui a, je dirais pas dévasté de A à Z, parce que finalement, ça s'est bien remis en place, même très bien, mieux qu'avant. Mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas forcément tout ce que l'on va découvrir par la suite. Professeur Fornecker, comment on diagnostique aujourd'hui un lymphome ? Enfin, ou les lymphomes, du coup. Les lymphomes, en gros, il y a un terme que beaucoup de gens connaissent, qui est le lymphome de Hodgkin, qui est effectivement un des principaux sous-types de lymphome, qui est vraiment une maladie qu'on met à part, qu'on isole, parce que c'est une maladie qui est très bien déterminée sur le plan, on va dire, anatomopathologique, au terme de la cellule qui provient d'un lymphocyte B, et qu'on met aussi un peu à part parce que nous, on va la traiter de façon très spécifique en utilisant des protocoles de chimiothérapie qui sont dédiés à ce type de lymphome, ou en utilisant des stratégies aussi basées sur la radiothérapie. Donc une maladie qui est un peu particulière, à la fois sur le diagnostic, quand on regarde au microscope la cellule atteinte, et donc à côté de ça, il y a tous les lymphomes qu'on appelle du coup non hodgkiniens. Donc c'est tout le reste des lymphomes, donc de ces maladies cancéreuses qui se développent à partir des lymphocytes. Au sein de ces lymphomes non hodgkiniens, là encore, des dizaines et des dizaines de formes de maladies différentes. J'insiste là-dessus, mais c'est important. Ce qu'on peut schématiquement garder à l'esprit, c'est qu'il y a des lymphomes non hodgkiniens qu'on peut qualifier d'agressifs, parce que les cellules vont rapidement se multiplier, envahir certains organes dans le corps. Alors on a dit avant que principalement c'était les ganglions lymphatiques qui étaient touchés, mais il faut bien garder à l'esprit que en fait n'importe quel organe peut être dans le corps le siège de la prolifération de ces lymphocytes. C'est pas uniquement dans les ganglions lymphatiques. On peut avoir du lymphome qui va se localiser dans le cerveau, dans le foie, dans les os, dans les poumons. Enfin, vraiment, les cellules, comme elles font partie du système immunitaire, elles circulent dans l'ensemble du corps. Et donc, c'est pas du tout restreint aux ganglions lymphatiques, même si c'est classiquement, on va dire, le siège de la prolifération, mais dans tout organe, il peut y avoir une prolifération de ces lymphocytes cancéreux. Et donc, parmi ces lymphomes non hodgkiniens, il y en a qu'on qualifie d'agressifs parce que les cellules prolifèrent très vite, vont avoir tendance à se localiser dans beaucoup d'endroits et peuvent, pour nous, être des urgences thérapeutiques qui vont nécessiter très vite de devoir mettre en place une chimiothérapie. À côté de ces lymphomes non hodgkiniens agressifs, il y a tout un tas d'autres types de lymphomes qu'on va plutôt qualifier d'indolents parce que en fait, les cellules vont proliférer lentement.
finalement prendre, entre guillemets, peu de place dans l'organisme. Il n'est pas rare que quand on diagnostique un lymphome non hodgkinien qu'on peut qualifier d'indolent, en fait, on n'ait pas forcément besoin de faire un traitement parce que si ça touche les ganglions, ils sont de petite taille, ça n'a pas de répercussions et on sait que ça va évoluer très lentement sur des années, voire des fois quasiment pas évoluer. Dans ces lymphomes non hodgkiniens, des types de maladies qui peuvent aller de l'urgence thérapeutique à des types de lymphomes pour lesquels, une fois qu'on a fait le diagnostic, et ça c'est aussi un moment important quand on l'annonce aux patients, on leur dit on a fait un diagnostic de lymphome, on a fait un diagnostic d'une maladie cancéreuse, mais pour autant, il n'y a pas vraiment de traitement à mettre en place dans l'immédiat parce que le bénéfice que vous pourriez tirer du traitement va être inférieur au risque que pourraient vous faire prendre les traitements parce que malheureusement tous les traitements ne sont pas dénués d'effets secondaires. Alors, comment on fait au final le diagnostic ? Il y a vraiment un examen clé, le fait de faire un prélèvement, une biopsie, soit d'un ganglion lymphatique ou d'un autre organe, si c'est un autre organe qui est atteint. Et c'est en fait nos collègues d'anatomie pathologique au laboratoire, quand ils vont regarder au microscope le prélèvement qui a été fait, qui vont déjà voir que d'une part, la cellule cancéreuse correspond à un lymphocyte, ce qui va définir déjà un petit peu la maladie lymphome en général, et puis ensuite avec différents marquages qu'ils peuvent utiliser au laboratoire, vont nous dire voilà, c'est un lymphome de Hodgkin ou c'est un lymphome non hodgkinien. Si c'est un lymphome non hodgkinien, est-ce qu'il est plutôt agressif, plutôt indolent? Donc c'est vraiment l'importance d'avoir un prélèvement, parce que c'est vraiment là-dessus que repose le diagnostic. Très bien, donc avec ce que vous venez de nous expliquer, on comprend bien que ces lymphomes sont différents et que leurs conséquences également vont être différentes. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les traitements dont nous disposons aujourd'hui pour lutter contre ces maladies et sur les solutions que l'on a pour accompagner les patients ? La base aujourd'hui du traitement d'un lymphome reste encore basée sur l'utilisation de produits de chimiothérapie classiques. Mais on dispose maintenant de plus en plus d'immunothérapie et donc d'anticorps qu'on va combiner aux produits de chimiothérapie pour faire des immunochimiothérapies, notamment dans les lymphomes non hodgkiniens, où on a un anticorps qu'on utilise maintenant depuis plusieurs années en hématologie et qui va vraiment aider à cibler le lymphocyte. En l'occurrence, on parle d'un lymphocyte B, donc on associe un anticorps à de la chimiothérapie. Et puis, on a aussi, depuis quelques années, compris un peu mieux l'importance du système immunitaire qui n'est pas malade pour aider à se débarrasser des cellules cancéreuses. Et donc, on arrive actuellement à avoir aussi d'autres traitements qui permettent en fait de redonner la capacité au système immunitaire sain d'éliminer les cellules cancéreuses. Et puis, un des derniers traitements qui est arrivé dans les lymphomes non hodgkiniens en particulier, c'est l'utilisation de ces cellules qu'on appelle les CAR-T-cells, où on va prendre des lymphocytes, en l'occurrence des lymphocytes T du patient, ils vont être transformés génétiquement pour leur apprendre à les reconnaître des lymphocytes malades, et en l'occurrence, là pour le coup, des lymphocytes B, et donc on reprogramme des lymphocytes du patient pour aller leur apprendre à détruire les cellules du lymphome. Les progrès de la biologie ont aussi permis de mieux comprendre quels étaient les dysfonctionnements à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Et donc, on arrive maintenant à cibler telle ou telle anomalie à l'intérieur de la cellule cancéreuse par l'utilisation de thérapies ciblées. Donc vraiment, un arsenal thérapeutique qui s'est grandement enrichi. Et à côté de tous ces progrès thérapeutiques, il reste encore aussi des traitements qu'on utilise depuis de longues années en hématologie, qui sont les greffes de moelle osseuse, que ce soit des autogreffes, c'est-à-dire qu'on va utiliser, réinjecter à un patient des cellules de sa propre moelle osseuse, mais ça c'est pour permettre de faire des chimiothérapies plus fortes, ou alors, dans certains cas,
plus rare dans les lymphomes, mais l'utilisation de l'allogreffe, où donc là, on va changer le système immunitaire d'un patient, puisque par définition, quand se développe un lymphome, le système immunitaire du patient n'arrive plus à éliminer correctement les cellules cancéreuses. Donc vraiment un arsenal thérapeutique assez important et qui s'enrichit d'année en année. Ludivine, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les premiers signes de la maladie et comment vous avez été diagnostiquée ? Mon histoire avec le cancer, il a débuté bien avant qu'on me diagnostique. J'avais un train de vie qui était déjà assez prononcé de base. Donc, je me disais que la fatigue, voilà, ça venait de là. Sauf que je me couchais le soir. Le lendemain, je me réveillais. Je travaillais 2-3 heures et la fatigue était de nouveau là. Donc ça, c'était quelque chose, je me disais, bon, c'est pas normal, mais bon, on continue. Et puis, par la suite, en fait, alors, il y a eu des démangeaisons assez particulières. Aujourd'hui, j'explique ça un peu comme une piqûre de moustique, mais sur tout le corps, en fait. Ça a commencé au niveau des extrémités, au niveau des mains et des pieds, et ensuite sur tout le corps, finalement. Je me suis dit, ok, là, c'est bizarre, donc j'ai essayé de chercher. Alors là, que ce soit la lessive, j'ai changé les draps, peu importe la crème, ça partait pas. Et un jour, j'ai eu un accident de voiture. En septembre, on m'a diagnostiqué le cancer en novembre 2020. En septembre, j'ai eu un accident de voiture qui a failli me coûter la vie, entre guillemets. J'ai eu le réflexe, en fait, de partir sur le côté. Et en fait, je me souviens, j'avais pas de séquelles, mais je suis restée tétanisée au volant, en fait. 2 jours après, j'ai eu mal au cervical. Et en fait, moi, en tant que kiné, je me palpe, je me touche, puis je me palpe au niveau de la clavicule côté gauche. Et c'est là où j'ai aperçu une petite boule. Je me suis dit, bon, c'est sûrement une inflammation ou quelque chose comme ça. Je me suis pas trop posé de questions. Et une semaine après, je suis allée chez mon médecin parce que c'était toujours encore là. À l'époque, c'était une interne qui est une très bonne amie actuellement. Elle m'a direct envoyé faire une échographie. Et le radiologue, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Vous inquiétez pas, Madame Vols, c'est qu'une infection du ganglion. » Je l'ai demandé 3 fois, vous êtes sûre ? Il m'a dit oui. Et donc, je suis revenue chez mon interne, persuadée que tout allait bien. Elle m'a dit « Écoute, Ludivine, t'as aucun signe d'infection, t'as pas de fièvre, tu m'as l'air d'aller bien, quoi. » Et du coup, elle m'a envoyé faire un scanner. Et en fait, le même jour, on m'a annoncé mon cancer, du coup. Mais c'est vrai que les informations qui m'ont été données, que ce soit à l'ICANS ou même à la CMCO à l'époque, d'ailleurs, ou mes infos que j'ai recherchées moi, c'est vrai que ça m'a énormément aidé à comprendre la maladie et finalement à l'accepter. Je reviens à vous, professeur Fornecker. Quelles sont les innovations qu'on entrevoit dans la lutte contre cette maladie ? Le développement des immunothérapies et des thérapies ciblées, c'est vraiment les axes de recherche et de développement prédominants dans le traitement de ces maladies. Il va plus y avoir de nouveaux produits de chimiothérapie classique. C'est-à-dire que c'est des produits qui ont été développés après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont en fait des produits qui, dans l'organisme, vont aller tuer toutes les cellules qui prolifèrent de façon normale ou de façon anormale. Aujourd'hui, c'est vraiment le développement des thérapies ciblées où on sait de mieux en mieux que dans tel ou tel type de lymphome, c'est telle anomalie qui prédomine à l'intérieur de la cellule. Mais c'est vraiment tous les progrès de la biologie moléculaire et qui permet ensuite à l'industrie pharmaceutique d'aller développer des médicaments qui vont aller cibler spécifiquement à l'intérieur de la cellule les voies qui sont anormalement utilisées par la cellule cancéreuse pour survivre et pour se multiplier. L'autre aspect important, c'est la compréhension de la cellule cancéreuse dans son environnement, puisqu'elle n'est pas seule, elle se développe au sein d'un environnement. La compréhension de l'importance du système immunitaire en le forçant à aller reconnaître des cellules qu'il ne reconnaît pas, à aller utiliser finalement l'arme dont on dispose physiologiquement, notre système immunitaire, pour aller lui apprendre
à tuer, puisque c'est le cas, les cellules cancéreuses. Ludivine, je reviens à vous. Donc vous avez eu donc votre premier diagnostic en novembre 2020. Vous avez été en rémission. Et puis en mars 2022, vous avez donc appris qu'il y avait une récidive. Vous m'avez dit que vous la viviez complètement différemment. Quand j'ai appris ma récidive, et voilà, j'ai commencé les chimios en n'acceptant pas vraiment ma récidive. Ça peut être une sorte de déni, tout ce que j'ai fait pendant 1 an, pendant tout le traitement. Mais c'est ce déni en fait qui m'a permis d'être là où j'en suis maintenant et de pouvoir en parler comme ça aussi librement en fait. Il y a toujours cette question du pourquoi. Pourquoi moi ? D'où vient cette maladie ? C'est une question sur laquelle on est souvent, nous, en difficulté parce que autant on peut dire, voilà, le diagnostic, c'est ça et le traitement, ça va être ça. On peut le dire de façon assez carrée, mais on n'a bien souvent aucune explication à donner aux patients sur pourquoi la maladie s'est développée et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. On connaît dans certains types de lymphomes des facteurs qui peuvent être à l'origine, comme des virus ou des choses comme ça, mais le plus souvent, on n'a pas une explication à donner aux patients. Qu'est-ce qui vous a aidé ? De quelles aides vous avez pu bénéficier ? Au début, je pensais que c'était égoïste ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas. Mais ma plus grande motivation, c'était moi-même, de A à Z. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas la volonté, mon médecin, ma famille, mes proches, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Si moi, je décide que j'arrête, j'arrête. Moi, j'ai toujours dit à mes parents, que ce soit à mes proches, voilà, mes parents, à mes proches, que je ferais ce combat jusqu'au bout, peu importe le temps qui dure, même si parfois, effectivement, dans ma tête, j'ai envie d'arrêter. Ma réelle source de motivation, en fait, c'était moi-même. C'est plus simple à dire qu'à faire, mais il faut avoir un certain lâcher-prise par rapport aux situations. Il faut accepter que la vie d'avant, la porte se ferme et qu'une nouvelle porte s'ouvre. Ça, c'est aussi très, très compliqué. Il faut avoir des proches sur qui l'on peut compter, s'épauler. Là aussi, encore une fois, c'est une toute autre épreuve parce que quand on apprend la maladie, il y a des personnes qui s'en vont du jour au lendemain, comme il y a des personnes qui rentrent dans notre vie du jour au lendemain. Il faut savoir mettre son énergie dans les bonnes personnes. Et parce qu'en fait, quand on commence un combat contre le cancer, moi j'appelle ça, on rentre dans un cercle vicieux en fait. Et ce cercle vicieux, il est constitué de chimio, de médecins, de piqûres, de médicaments qu'on ne connaît pas, d'effets secondaires. Une personne ou des personnes, ça va dépendre, qui vont permettre à la personne malade de sortir de ce cercle pour pouvoir dire « Ah, tu vois, la vie, c'est pas forcément ce que tu vis maintenant, c'est très important. » Comme vous le dites, Ludivine, spécifiquement au lymphome, on n'a pas d'aide particulière par rapport aux autres types de cancers. Évidemment, le soutien psychologique, nutritionnel, l'assistante sociale quand il y en a besoin, tout dépend des contextes. C'est quelque chose qu'on essaye dans le service de développer, qui est l'activité physique pour les patients. Et je ne sais plus, je crois, Ludivine, que vous aviez fait des séances de boxe. Puisque c'est ce qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années dans le service, avec un grand succès auprès des patients, où 1 fois par semaine on peut leur proposer des séances de boxe. Alors ça peut paraître un peu surprenant, un peu violent des fois. C'est quelque chose qui donne vraiment de bons résultats, qui redonne de l'énergie aux patients, le maintien d'une activité physique à tout âge, puisque finalement ces séances de boxe qu'on organise, on se rend compte que c'est pas que pour les jeunes patients de 20 ou 25 ans, c'est vraiment un élément important. Il faut savoir qu'en fait, moi, de base, en privé, je fais de la boxe. Surtout que ça faisait 7 jours, je crois, que j'étais à l'hôpital et que j'avais pas le droit aux visites parce qu'il y avait le Covid à l'époque. Donc oui, j'ai dit oui tout de suite. Et encore une fois, c'est quelque chose en fait qui permet de sortir en fait de ce cercle vicieux, qui redonne un bol d'air frais en fait et qui permet de redonner espoir. J'arrive encore à faire ça. Donc, je peux encore continuer un peu. Enfin, c'est vraiment c'est des petits pas qu'on fait à chaque fois, mais ça change tout. Ça change tout. Enfin, moi, ça m'a fait énormément de bien à l'époque quand j'étais 7 jours dans cette chambre avec de la chimio. C'était top.
Voilà, on est face à une maladie qu'on ne connaît pas ou très mal quand on fait le diagnostic, j'entends pour le patient. Et parmi les aides qu'on peut apporter, il y a toute l'aide sur l'information, sur qu'est-ce que c'est la maladie, pourquoi, si tant est qu'on puisse y répondre, elle s'est développée, comment on va la traiter, développer cette part d'information via les associations de patients où d'autres patients vont auprès de certains patients leur expliquer leur parcours, comment ils se sont battus contre la maladie, au-delà de toutes les autres aides psychologiques, nutritionnelles ou l'information est une aide importante. Alors on essaye, nous, de faire ce qu'on peut dans le cadre de nos consultations, mais je crois que au-delà du discours médical, l'information donnée par des patients pour des patients, c'est une aide importante. Ludivine a un message peut-être à faire passer, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ensemble et dont vous vouliez parler aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. Depuis 2-3 mois, je vois souvent une phrase « Ce qui ne tue pas te rend plus fort ». Pour avoir vécu l'expérience maintenant avec le cancer, qui est ma propre expérience personnelle, je peux affirmer aujourd'hui, et je dirais même que ce qui ne te tue pas te rend encore plus vivante. Comme si tout ce qu'on connaissait déjà avant, en fait, ça apparaissait en mieux, beaucoup plus beau, et beaucoup plus grand en fait, un peu comme une renaissance. Le parcours de mon cancer m'a permis beaucoup de choses, m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Quand je dis aux personnes que c'est une expérience de vie pour moi qui est incroyable, je le pense réellement. À ce moment-là, les gens, ils ouvrent les yeux, ils comprennent pas. Pour moi, c'est vraiment en fait la chance de pouvoir refaire ma vie une deuxième fois. J'ai l'espoir en quelque chose, j'ai la foi en quelque chose en fait finalement, et c'est ce qui me permet de tenir, et c'est ce qui me permet de rester positive entre guillemets malgré tout, même si encore une fois il y a des jours, il y a des semaines, il y a des heures qui sont pas évidentes. Pour moi en fait cette expérience c'est pour me faire renaître, mais encore plus grand et encore plus forte en fait. C'est comme ça que je vois la chose, et parfois dans cette injustice et dans cette renaissance, du coup, je pense qu'en fait, c'est le plus beau cadeau en fait qu'on a à la fin, c'est de s'être découverte soi-même en fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et j'ai des amis à mes côtés sur qui je peux compter, sur ce que j'avais pas du tout avant. Pareil au niveau de la famille et au niveau en fait de moi-même. Comme vous avez pu l'entendre à travers le témoignage du professeur Fornecker et celui de Ludivine, en matière de traitement et d'accompagnement des lymphomes, de grandes avancées ont été faites et les espoirs sont permis. Vous êtes patient ou accompagnant d'un patient et vous souhaitez davantage d'informations sur la lutte contre le cancer? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes de vous à nous. Vous pouvez également suivre Licence sur tous ses réseaux sociaux ou contacter l'espace rencontres et informations de Licence, lieu d'accueil, d'écoute et d'échange à disposition des patients et de leurs proches. Nous espérons que cet épisode de vous à nous vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler et à le partager autour de vous et à lui accorder 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.